Hello! Les films d'horreur sur les vieilles maisons sinistres et les enfants qui y disparaissent sont un incontournable du genre. Mais même les réussites classiques peuvent rapidement devenir ennuyeuses si elles sont éternellement copiées sans réfléchir. Pour effrayer et captiver le spectateur, il faut plus que des cris et des cliffhangers, mais aussi une narration cohérente, des personnages bien pensés et un casting adapté. L'équipe derrière The Cellar a-t-elle été en mesure de répondre à ces exigences? On va découvrir ça ensemble. Prépare-toi une boisson apaisante, ça va faire peur ce soir. C'est parti! Le film s'ouvre sur un panorama sinistre d'escaliers faiblement éclairés, accompagné d'une bande-son inquiétante. La caméra se déplace ensuite à travers une maison vide où l'intrigue principale aura lieu. La famille Woods, composée de Kira, la mère, Brian, le père, Ellie, leur fille adolescente sarcastique, et Steven, leur fils, emménagent. Ils se promènent dans les pièces et explorent leur nouvelle maison. L'adolescente remarque de vieilles peintures accrochées au mur. Elle lui donne les frissons. Les anciens propriétaires n'ont pas pris la peine de prendre leurs affaires, et ils sont simplement partis. Au moment où les Woods emménagent, les meubles et la plupart des bagages ont déjà été livrés dans leur nouveau nid familial. Ellie n'a l'air contente de rien dans la nouvelle maison. Essayant de réconforter la fille, son père lui montre une énorme étude avec une bibliothèque. L'homme dit que vivre dans un tel endroit était son rêve d'enfant. Mais cette confession ne touche pas particulièrement l'adolescente, clairement insatisfaite. L'excursion se termine par une porte menant au sous-sol. Ellie entre. Une faible lumière illumine doucement la cave à vin. La fille n'ose pas descendre, et elle est la dernière à quitter les lieux. Mais ça ne s'avère pas être si simple. Son père pense que la serrure s'est juste coincée, mais Ellie commence à sentir quelque chose de maléfique se glisser sur elle depuis le bas des escaliers. La fille panique. Sa mère repère la clé de la serrure accrochée à la porte et la tend à son mari. La porte cède alors, et la serrure s'ouvre. Ellie sort rapidement et dit qu'elle ne veut pas rester ici. La fille part dans sa chambre et commence à fouiller ses affaires. Sa mère entre et essaie de lui parler. Elle montre son nouveau projet à Ellie, une publicité pour un produit avec des gens souriants. La fille répond qu'elle déteste le travail de Kira. Elle ajoute qu'elle ne ressent aucune émotion en regardant la photo. Sa mère demande à la fille de veiller sur Steven le soir. L'adolescente, non coopérative, accepte, puis se met à pleurer à cause du déménagement. La fille accuse sa mère de faire tout uniquement pour elle-même. Quand les parents partent, elle appelle son copain et se plaint à lui de la vie. Ellie espère sincèrement que le contrat de sa mère ne marchera pas et qu'ils devront retourner dans leur ancienne maison. À ce moment-là, la porte de la pièce s'ouvre. Son frère apparaît dans l'embrasure de la porte, vêtu d'une étrange robe noire et tenant un crâne d'animal. Pendant ce temps-là, à la réunion, les parents présentent le projet que Kira a montré à Ellie, à leurs collègues. À ce moment-là, ils reçoivent un appel de leur fille. Elle dit que Steven ne l'écoute pas et ne veut pas aller se coucher. Le garçon montre à sa sœur où il a trouvé le crâne. Dans sa chambre, il y a un étrange espace recouvert de poussière derrière un placard avec de vieilles choses. L'espace est caché derrière un panneau secret. À l'école, les autres enfants ont dit à Steven que la maison appartenait à une sorcière qui avait conclu un accord avec le diable. Dans le placard, ils découvrent un gramophone. Ils le mettent en marche et ils écoutent un vieux cours sur les mathématiques. À un moment donné, Ellie l'éteint et elle remarque un symbole triangulaire écrit à la main sur le disque. Le même symbole peut être trouvé autour de la maison. Après avoir mis son frère au lit, la fille regarde un film d'horreur. Pendant qu'elle passe du temps dans sa chambre, quelque chose de surnaturel sort du sous-sol. Cette chose éteint chaque appareil sur son passage. Quand la panne de courant atteint la chambre d'Ellie et elle a peur. Une activité paranormale fait rage dans la maison, le tout pendant que les parents sont encore à leur réunion. Celle-ci est interrompue par un appel de leur fille. Elle informe Kira que les lumières se sont éteintes. La mère lui demande de descendre au sous-sol et de vérifier le panneau électrique. Au début, Ellie refuse, puis elle prend une bougie et elle descend au sous-sol avec son téléphone. Dans les escaliers, elle se fiche de peur et elle n'arrive pas à descendre. Mais sa mère, qui est toujours au téléphone, lui suggère de compter les marches pour se calmer. Il n'y en a que 10. Des bruits étranges commencent à retentir après les 3 premières. Ellie a peur, mais elle continue jusqu'en bas et même au-delà. You're at the bottom, okay? Can you see the pillar in front of you? 11, 12. Ce n'est qu'à ce moment-là que les parents montent dans la voiture et rentrent d'urgence chez eux. Mais dans la maison sombre, ils ne retrouvent Ellie nulle part. Avec les lampes de poche, ils trouvent le panneau d'alimentation dans le sous-sol et actionnent rapidement l'interrupteur. La lumière revient. Mais leur fille n'est pas non plus en bas. Le couple calme Steven, appelle la police et se lance dans une recherche autour du domaine. Les gens se rassemblent, les forces de l'ordre arrivent, mais aucun d'entre eux ne trouve Ellie. La mère se rend compte que le sous-sol sinistre est à blâmer. Le lendemain matin, les efforts de recherche se poursuivent, mais ne donnent toujours aucun résultat. Kira rentre chez elle, va dans la chambre d'Ellie et pleure amèrement. Son mari vient la voir.
La femme se reproche d'avoir négligé son enfant. Le mari, à son tour, croit que la fille était vraiment énervée contre le déménagement et est partie. Mais Kira se souvient de la voix effrayée d'Ellie. Son conte sans fin sur le chemin de l'abîme des ténèbres. Le même jour, Kira monte dans sa voiture et part mettre des affiches avec la photo de sa fille dessus dans le quartier. Ensuite, elle vient chercher Steven à l'école. Ensemble, la mère et le fils vont au poste de police. Là, l'agent rapporte à Kira qu'il a regardé toutes les caméras de surveillance aux arrêts de bus, gares ferroviaires et établissements voisins. Il note ensuite qu'il est allé sur les comptes de médias sociaux de l'adolescente et il a remarqué que la fille avait eu du mal ces derniers temps. Il s'avère qu'elle était victime d'intimidation mais qu'elle n'a rien dit à ses parents. Le détective observe également que la fille sait se défendre. Là, Kira comprend où va la conversation et la coupe brusquement. Elle dit que sa fille ne se serait jamais enfuie de la maison. La femme note que la voix d'Ellie au téléphone semblait inhabituelle et effrayée. L'agent répond qu'il a vérifié tous les appels de l'adolescente et que le dernier s'est produit quand elle a appelé sa mère à 20h42. Kira demande à l'agent de jeter un autre coup d'œil autour de la maison. Il accepte, mais il note aussi que jusqu'à présent, il n'y a pas de crime en tant que tel dans cette affaire. Par conséquent, il refuse d'impliquer des experts. Sur le mur du bureau du policier, il y a une photo de la maison de Kira qui est accrochée. Elle ne peut pas le quitter des yeux. Lorsque la femme rentre chez elle, elle remarque une inscription latine au-dessus de l'entrée. Solve et coagula. C'est une devise alchimique qui se traduit par dissoudre et coaguler. Pendant qu'elle cherche des informations en ligne, Steven joue avec une balle près de l'entrée du sous-sol. Sa mère l'appelle et le garçon jette le jouet par terre. La balle rebondissante roule dans le sous-sol. Kira interroge Steven sur la façon dont Ellie agissait avant sa disparition. Il dit qu'elle s'était comportée comme d'habitude. Puis il se souvient comment lui et sa sœur ont allumé le gramophone. À ce moment-là, la femme découvre sur les réseaux sociaux de sa fille qu'elle s'est secrètement fait un tatouage nihiliste sur la jambe. Kira s'approche du sous-sol et elle remarque un pentagone étrange au-dessus de la porte. Elle décide de descendre en tenant fermement une longue lampe UV dans ses mains. La femme remarque que chaque marche est numérotée avec des chiffres romains. Sur la dernière marche, elle découvre une formule mystérieuse. Mais ses trouvailles ne s'arrêtent pas là. L'agent du service de police local décide de faire un tour au sous-sol aussi. C'est avec lui que Kira a parlé au poste de police. Le policier croit que les images sur le mur sont faites avec de la peinture à base de plantes. C'est pourquoi elles brillent si fort. L'homme donne la date approximative de l'œuvre, les années 50. Il demande au couple s'ils connaissaient l'histoire du domaine. Le mari de Kira répond que non, et qu'ils ont acheté la maison relativement peu chère lors d'une vente aux enchères. L'ancienne propriétaire leur a dit qu'elle envisageait d'emménager dans une maison de retraite et qu'elle était donc prête à faire des concessions. Les Woods n'ont rien remarqué de suspect et ils se considéraient chanceux. La nuit, la maison est calme et il ne se passe rien de suspect. Kira se fait soudainement réveiller par son fils qui a mouillé son pantalon. La mère l'aide avec l'accident et répond à ses questions sur sa sœur disparue. Le garçon s'endort rapidement après ça, mais la femme reste éveillée. Elle essaie d'appeler Ellie, mais à chaque fois, elle tombe sur la messagerie vocale. Kira n'arrive pas à dormir. Elle entend des bruits étranges venir du rez-de-chaussée et elle décide de trouver leur source. Toutes les pistes mènent au sous-sol. Dans le silence après la chute du ballon, plus aucune voix ne peut être entendue. Kira allume la lumière et décide de descendre les escaliers. Il semble que la balle soit partie beaucoup plus loin que les 10 marches visibles. La femme ne la retrouve pas au sous-sol et son regard tombe à nouveau sur la formule mystérieuse. Le matin, le père de famille trouve sa femme fixant une sorte de symbole et un triangle. Ces symboles sont situés sur l'un des panneaux décoratifs en bois qui ornent les murs. La femme est restée debout toute la nuit et elle veut savoir ce que signifient les symboles et d'où ils viennent. Kira dit que ces symboles sont au-dessus de chaque porte du bâtiment et qu'ils sont tous différents. Elle montre également la formule qu'elle a écrite sur une feuille de papier. Kira décide d'appeler le commissaire-priseur qui a vendu la maison à la famille. De lui, elle apprend qu'avant sa vente, le manoir appartenait à la fille d'un célèbre scientifique. L'homme promet de retrouver les contacts de l'ancienne propriétaire. La femme raccroche le téléphone, mais elle ne peut s'empêcher de regarder devant elle. La même formule du sous-sol est écrite là. Kira fait le tour des pièces du manoir et prend une photo de chaque symbole qu'elle trouve. Il y en a 10 au total. Coïncidence? Je ne crois pas. Au travail, elle envoie les symboles cryptiques à une subordonnée et lui demande de trouver toutes les informations qu'elle pourrait avoir. Ensuite, elle se rend à une réunion et reçoit des éloges pour son travail. Il s'avère que les partenaires ont aimé son affiche promotionnelle avec des gens souriants. Mais la femme se lève et quitte rapidement la réunion. Déjà dans l'escalier, elle est arrêtée par sa collègue qui lui dit que les signes que Kira lui avait demandé de trouver sont écrits en hébreu. Si on les associe, on obtient le mot Léviathan, qui est un énorme monstre marin de la mythologie grecque. La femme remercie sa collègue et part. Kira récupère son fils à l'école et remarque son nez cassé. Le garçon lui dit que quelqu'un en classe a dit que sa sœur était morte. Il n'a pas pu le supporter et a frappé le garçon, mais il a reçu un coup de poing en retour.
La femme rentre chez elle et cherche toutes les informations possibles sur Léviathan. Soudainement, ses yeux tombent sur le gramophone à côté. Il y a toujours le même enregistrement avec l'étrange conférence de mathématiques dessus. Pendant ce temps-là, Steven regarde la télé. Quand Kira remonte le tourne-disque, une porte secrète s'ouvre derrière son dos. Et les perles de la bague commencent à se déplacer d'elles-mêmes. À un moment donné, le garçon se lève et commence à marcher vers la porte ouverte. Steven. Alors qu'il fait écho à l'orateur et récite le dernier chiffre, sa mère, surprise, le remarque. Stevie gèle, juste avant d'entrer dans la pièce sombre. Kira essaie de l'interroger, mais elle n'obtient aucune réponse claire en réponse. Il ne se souvient même pas comment il s'est levé ou pourquoi il a commencé à compter les pas. La femme descend au premier étage et elle remarque le portrait d'un homme suspendu dans le salon. Il y a plusieurs lettres hébraïques sous le nom de John Featherstone et il fait un geste étrange avec sa main. Son index et son majeur sont serrés ensemble et levés verticalement vers le haut. Kira essaie de chercher son nom sur Google et elle découvre que la famille d'un célèbre physicien a disparu dans cette maison. C'est lui qui est représenté sur le portrait. Tout s'est passé dans des circonstances étranges et seule sa fille, Rose, a survécu. Sur la photo du journal, elle voit la porte de son domaine. Pendant que la femme essaie de comprendre ce qui s'est passé, la porte du sous-sol s'ouvre. Le vent commence à souffler de là, tout comme le jour où Ellie a disparu. Les lumières s'éteignent à nouveau. L'alimentation s'éteignant lentement. À un moment donné, une rafale ouvre la porte de la chambre de Kira. Elle ne le remarque pas et continue de chercher des informations sur Internet. Lorsque le dernier appareil s'éteint, la femme regarde autour d'elle et se rend compte qu'elle est entourée d'une obscurité totale. De là, elle entend la voix de Steven. Son fils est réveillé, effrayé et appelle à l'aide. La voix vient du sous-sol, suppliant de le laisser sortir. Kira essaie d'ouvrir la porte, mais elle est verrouillée et il n'y a pas de clé à proximité. Elle tire plusieurs fois sur la porte, puis décide de regarder à travers le trou de la serrure. La femme commence à paniquer, quand tout à coup, Steven apparaît derrière elle, vivant et indemne. Il demande pourquoi sa mère se tient ici, et il dit qu'il s'est endormi dans la salle de jeu. Juste à ce moment-là, la porte du sous-sol s'ouvre, et la lumière revient toute seule au manoir. Kira trouve la clé de la serrure, et l'accroche à sa place. Elle décide alors de descendre. Steven essaie de la faire changer d'avis. Mais la mère têtue lui demande simplement de ne pas entrer, allume le flash du téléphone et commence la descente. La porte claque derrière elle et ne s'ouvre pas. Stevie tire sur la poignée, mais en vain. Le téléphone de Kira tombe soudainement de ses mains, avec le flash allumé et disparaît dans l'obscurité. Tout comme le ballon avant. Des sons inquiétants commencent à venir d'en bas. Steven n'arrive pas à ouvrir la porte, alors que quelque chose de mal ne cesse de monter les escaliers vers sa mère. Alors que ce mal commence littéralement à respirer dans le visage de la femme. La porte est ouverte par son mari. Il a été réveillé par les cris du garçon, et il est tout de suite descendu. Kira revient indemne, et elle monte dans la chambre. Son mari entre également dans la pièce. Il a mis son fils au lit, et il attend maintenant que sa femme lui dise ce qui s'est passé dans la cave. The lights went out and I got stuck in the cellar. There was something in there. La femme dit tout ce qu'elle sait à son mari, sur la famille des anciens propriétaires et leur disparition, sur les choses qui disparaissent dans l'obscurité de la cave, et sur la seule survivante, Rose, la fille des physiciens qui a mis le domaine en vente. L'homme essaie de trouver une explication rationnelle à tout, et il descend au sous-sol pour trouver le téléphone de Kira. L'appareil n'est pas là, mais au lieu de ça, il trouve une touffe de cheveux bizarres, et quelque chose qui bouge d'un côté à l'autre. Le chef de famille jette la trouvaille et se dépêche de retourner à l'étage. Le lendemain, Kira se rend au National Mathematics College. Elle entre dans l'immeuble et trouve le bureau du professeur Rémi Fournet. Portant un masque spécial, l'homme recouvre les objets sur son bureau de peinture. Il affirme qu'il a acquis ses compétences en mathématiques après un accident. L'homme croit également qu'à cause de ce qui s'est passé, il peut voir des schémas là où ils ne sont pas du tout évidents. Kira lui tend le morceau de papier, avec la formule qu'elle a trouvée. Le scientifique se demande où elle a trouvé ça. Le chercheur dit à Kira qu'en ce moment, elle est dans le bureau de l'ancien propriétaire de sa maison, John. Il s'avère qu'il était un collègue de Schrödinger et un lauréat du prix Nobel. Ensuite, le scientifique explique brièvement le concept du chat de Schrödinger. Il illustre le principe de la dualité quantique. Dans l'expérience de pensée, il y a une boîte et un chat à l'intérieur. À un moment aléatoire, un gaz toxique pourrait y être libéré. Le point de l'expérience de pensée est que, du point de vue de la physique quantique, l'animal serait considéré à la fois vivant et mort en même temps, mais seulement jusqu'à ce que le couvercle de la boîte soit ouvert. Ce qu'elle entend déséquilibre Kira, et elle peut à peine retenir ses larmes. À la question raisonnable de Fournet, elle répond honnêtement qu'elle a perdu sa fille. Le chercheur lui raconte comment, à un moment donné, le fils de John Featherstone est tombé malade, et que John a disparu du milieu universitaire. Personne n'a jamais su ce qui lui était arrivé. La fille du scientifique, Rose, a vendu la maison aux Woods. Mais elle a elle-même longtemps vécu dans une maison de retraite,
et elle ne s'est pas remise du chagrin de l'incident familial. La femme ne parle presque pas. Fournet rapporte que la formule que Kira a apportée est une équation. Le chercheur ne peut pas tout de suite dire ce qu'elle décrit, mais il note qu'il s'agit de dimensions parallèles et d'une sorte de variable. Le professeur s'arrête pour réfléchir et renvoie la femme chez elle. Au manoir, Brian et Steven apprennent à utiliser un quadricoptère télécommandé. Soudainement, le téléphone de Kira sonne. À l'autre bout de la ligne, Rémi dit qu'il s'inquiète pour elle et qu'il n'arrivait pas à la joindre. La femme dit au scientifique qu'elle a perdu son téléphone hier et qu'elle vient d'en acheter un nouveau. À ça, il répond « That's strange. Someone answered. What did they say? It was counting. 11, 12, 13. » La femme s'affaisse doucement sur sa chaise en entendant ça. Fournet lui dit qu'il a montré l'équation à un collègue. Il s'avère qu'elle a été inventée par des mathématiciens alchimistes au XIIe siècle. Elle ressemble à une séquence inachevée ou à une incantation. C'est tout ce qu'il a pu comprendre. Il dit aussi que son collègue a vu quelque chose de similaire dans une maison tristement célèbre en Belgique. Where a family went missing. Vanished into thin air. Là, la femme se tait et raccroche. Stevie joue à des jeux vidéo, tandis que son père décide de parler à sa femme. Lorsque l'homme quitte la pièce, le vieil abac recommence à bouger, sans l'aide de personne. En plus, tout ça se passe en journée maintenant. Alors qu'avant, toute activité paranormale se passait la nuit. Kira partage tout ce qu'elle sait avec Brian, sur le Léviathan et l'Hébreu, sur les physiciens et les familles disparues. Mais l'homme ne la croit pas, et tente de la convaincre qu'elle essaie de relier des faits aléatoires. Il pense que c'est un malentendu, sans rien de surnaturel. Brian, irrité, écoute sa femme, mais ne l'interrompt pas. Elle lui montre les pas numérotés, les symboles, la formule. Le mari refuse de la croire. Enfin, il prend un marteau et commence à briser la formule alchimique. Pendant ce temps-là, l'abac continue à bouger tout seul. Steven se lève de sa chaise et se dirige vers l'ouverture sombre du mur. Alors que les bruits des coups de son père résonnent à travers le manoir, le surnaturel commence à se produire. Le disque avec la conférence s'allume et une silhouette pâle apparaît dans l'obscurité de la pièce secrète. Ellie? En voyant ça, le garçon crie de peur. Ses parents montent à l'étage et trouvent le téléphone portable d'Ellie derrière la porte secrète. Stevie dit qu'il a vu quelque chose dans l'obscurité, qui ressemblait à Ellie. Le disque sur le gramophone répète de façon inquiétante le mot 10. De manière inattendue, l'adresse de la propriétaire précédente est trouvée. Kira monte dans la voiture et se rend dans une maison de retraite privée. Rose s'avère être une vieille dame taciturne, mais elle accepte de voir la femme. Kira la trouve dans une église. La vieille femme est assise dans un fauteuil roulant, regardant quelque chose. Elle répond aux premières questions par le silence. Lorsque la conversation se tourne vers son père et le sous-sol, la dame âgée se crispe et commence à serrer le cahier et le stylo sur ses genoux. Soudainement, elle ouvre le cahier et écrit Léviathan. Rose l'appelle l'un des 7 princes de l'enfer et dit qu'il a été mal interprété. Selon la femme, le père de Rose a amené le démon Baphomet dans notre monde. Quand Jack, son frère, est tombé malade, le scientifique est passé du côté de l'occulte. La vieille femme croit que les ténèbres, qui sont venues dans ce monde suite à la volonté de son père, existent depuis le début de la création. Lorsqu'on lui demande si la fille de Kira est en vie, Rose ne répond pas à la question, mais dit que ce n'est pas le sous-sol qui est à blâmer pour ce qui s'est passé, mais toute la maison. Kira l'écoute et décide qu'il est temps d'agir. Alors qu'elle rentre chez elle, Brian commence sa propre enquête. Il étudie toutes les découvertes et les assemble en pentagramme. Kira essaie d'appeler le professeur Fournet, mais elle n'y arrive pas à cause d'un problème étrange. Elle arrive au manoir au crépuscule. Steven lance le quadricoptère dans le hall, tandis que Brian continue de reconstituer les faits à l'ordinateur. Lui aussi a compris que Léviathan n'a rien à voir avec tout ça, et que les signes dans la maison se réfèrent à Baphomet et à son sceau. Ce sont ces symboles qui sont situés en chaque point du sceau. Ce gardien de l'enfer a Solve Coagula écrit sur ses bras, tout comme l'inscription à l'entrée du manoir. Ses doigts sont pliés d'une manière similaire à la peinture de John Featherstone. Kira conclut que tout ici est conçu avec ce genre de symbolisme. Toutes les images de cet être de l'enfer ressemblant à une chèvre ont même un pentagramme dessiné sur le front. L'ancien propriétaire a transféré avec précision ses croyances dans le logement. Kira sort le gramophone, parle à son mari du chat de Schrödinger et allume le disque. La femme dit que Featherstone est sur le disque, lisant sa formule. Kira pense que l'équation mathématique devrait ouvrir un passage vers une autre dimension. À ce stade-là, les systèmes électriques du jouet de Steven commencent à mal fonctionner. La télécommande ne répond pas aux commandes. Lorsque le garçon essaie de prendre l'appareil dans ses mains, il commence à s'éloigner de lui. Le quadricoptère se dirige directement vers le sous-sol et atterrit par terre. Steven allume les lumières et se dirige vers elle au rythme des chiffres provenant du grand tube du gramophone. Mais sur le compte de 10, le garçon atteint simplement le fond et prend son jouet. Juste à ce moment-là, le surnaturel recommence à se produire. Les lumières de toute la maison clignotent. Le garçon crie,
puis se tait. Les parents descendent rapidement à la cave, mais ils n'y trouvent que le jouet et sa télécommande. Ils commencent ensuite à chercher avec des lampes de poche, allumant des bougies dans le manoir. Mais Steven est introuvable. Soudainement, des sons rythmiques étranges commencent à atteindre Kira et Brian. Ils viennent d'une balle qui est sortie de nulle part et qui roule dans les escaliers depuis l'étage. Mais les sons mystérieux ne s'arrêtent pas là. On dirait des babillages de bébés inarticulés. Le couple monte rapidement à l'étage et trouve la source du son. Un Steven pâle leur tourne le dos. Les parents prennent leur fils, le couchent et lui demandent comment il se sent. Le garçon ne se souvient pas de ce qui s'est passé, a très envie de dormir et demande de l'eau. Lorsque la femme soulève sa chemise, elle voit distinctement le sceau de Baphomet sur sa peau. I rode the beast with 7 heads and 10 horns. Steven se courbe soudainement le dos et commence à compter à rebours. C'est comme si quelqu'un parlait à travers lui. Kira court à la recherche de son mari, mais elle le voit figé, en train de compter à rebours aussi dans une autre pièce. Les chiffres correspondent au compte à rebours de Stevie. Kira ferme la porte de la cave et tente de ramener son mari à la raison, mais c'est comme s'il était dans un autre monde. 3, 2, 1. It's here. À la fin du compte à rebours, quelqu'un commence à frapper à la porte de la cave de l'intérieur. En un instant, elle s'ouvre et les pas de quelqu'un viennent de la pièce. Mais la source du son lui-même ne peut pas être vue. L'invité invisible émet des grognements terribles, ressemblant plus à une bête. Kira se cache sous la table et éteint la lampe de poche. À un moment donné, elle décide de sortir. Le démon court après elle, mais la femme parvient à claquer la porte et descend dans le sous-sol. Elle espère sauver Ellie. Dans la cave, Kira découvre que les escaliers ont augmenté en nombre de marches et mènent maintenant à une autre porte. Kira entend un grognement derrière elle, court tout en bas et entre à l'intérieur. La créature descend après elle, mais ne se révèle pas. La femme courageuse regarde autour d'elle. Des ordures sont éparpillées partout. Des chuchotements inquiétants viennent de toutes les directions. Kira poursuit son voyage vers l'inconnu et pénètre à l'intérieur de l'une des arches. Là, elle est accueillie par un long couloir. Lorsque la femme y passe, elle pénètre dans un immense espace rempli de gens vêtus de vêtements poussiéreux et en lambeaux. C'est d'eux que viennent les chuchotements inintelligibles. Tous ont la tête inclinée et avancent. Ils comptent tous les pas. Kira perd l'espoir de retrouver sa fille et tombe à genoux. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle remarque une jambe avec un tatouage et reconnaît Ellie. La fille continue de compter et a déjà atteint 3 millions. Sa mère lui dit de s'arrêter et tente de l'emmener, mais juste à côté de la première porte, elle perd sa lampe de poche. Le monstre vient les poursuivre. Kira et Ellie parviennent à monter les escaliers et à fermer la porte juste devant le nez du monstre. Il frappe le bois et la femme crie qu'elle ne laissera pas la créature entrer. Les sons s'arrêtent aussi soudainement qu'ils ont commencé. Brian, Ellie et Steven reviennent à la raison. Kira veut les sortir de la maison, mais elle remarque une lampe de poche tombée par terre. Quand elle ouvre la porte d'entrée, derrière se trouve un escalier menant à l'étage. Le piège tendu par John Featherstone pour attraper de nouvelles âmes a encore fonctionné. 1, 2. 3. La famille entre en transe et quitte la pièce. Kira résiste au début, mais elle reprend ensuite leur sinistre chant numérique. Ainsi, les Woods se lancent dans un voyage vers l'enfer et commencent à compter sans cesse leurs pas. Le film est basé sur le court-métrage The 10 Steps, réalisé en 2004 par le même réalisateur qui a fait le film d'aujourd'hui. La version long-métrage n'est pas sortie en salle. Le film a fait ses débuts au South by Southwest Film Festival, puis a été immédiatement diffusé sur le service de streaming Shudder. Le moment avec la balle rebondissante est une référence au film de 1980 The Changeling. Tu peux trouver le titre du film d'aujourd'hui dans la description, laisse un like sur cette vidéo et abonne-toi. Tu peux aussi recevoir les mises à jour de la chaîne. Pour faire ça, tu peux cliquer sur la cloche. Comme ça, plus de vidéos excitantes sur les films seront publiées aussi souvent que possible. Et finalement, tu peux nous dire dans les commentaires si tu connais d'autres films dont l'intrigue est liée aux mathématiques.